De Pékin. Simon Rosé, où est-ce qu'on en est aujourd'hui de cette épidémie de coronavirus? Eh bien, on en est à près de 31 500 cas confirmés ce vendredi matin, toujours une écrasante majorité en Chine. La courbe de progression de l'épidémie qui conserve toujours cette même dynamique, toujours en hausse. Exemple frappant, on en a parlé dans le journal, c'est 41 nouveaux cas à bord du paquebot Diamond Princess en quarantaine au large du Japon. Alors même si 28 pays au total ont recensé des cas, cette épidémie, elle reste avant tout une épidémie chinoise. Le pays concentre en effet la quasi-totalité des cas déclarés. Des morts aussi, malheureusement, 638 à l'heure où je vous parle. Une seule personne est décédée hors de Chine, c'était aux Philippines. Et en Chine, c'est évidemment la province de Hubei qui est la plus durement touchée, l'épicentre de l'épidémie. 618 personnes y ont succombé au coronavirus. Tous ces chiffres, ce sont ceux actualisés de l'université américaine Johns Hopkins qui réalise un gros travail de suivi de l'épidémie. Il y a certes le triste bilan comptable, il y a également, on l'a entendu avec Stéphane Lagarde, les conséquences sur la vie de tous les jours, avec plusieurs dizaines de millions de personnes en Chine qui se retrouvent aujourd'hui confinées dans des villes coupées du monde à la suite des mesures de prévention prises par les autorités chinoises. Alors Arnaud Fontanet, je me tourne vers vous. Je rappelle que vous êtes médecin épidémiologiste à l'Institut Pasteur. Le coronavirus, en quoi ça consiste exactement? C'est une infection respiratoire comme la grippe? Alors, ce nouveau coronavirus fait partie d'une famille de virus bien connus. Il y en avait déjà 6 qui donnaient des manifestations respiratoires chez l'homme, 4 relativement bénins avec plutôt des rhumes qui étaient saisonniers, et puis 2 autres, le coronavirus du SRAS de 2003, et puis celui du MERS qui circule dans le Moyen-Orient et qui est transmis par les dromadaires. Et donc c'est le 7e qui vient d'être identifié et qui est responsable de cette épidémie. Ça donne effectivement des signes respiratoires de type pneumonie avec fièvre et toux et quelquefois essoufflement sur les formes plus graves. Et la source donc, ce sont des virus qui étaient présents chez les animaux qui se transmettent tout d'un coup chez l'homme. C'est ça, hein? Alors c'est l'histoire qui se répète par rapport à ce qu'on savait du coronavirus du SRAS, puisque alors, il y a une chauve-souris, le génome de ce nouveau virus est à 96% identique à celui retrouvé chez une chauve-souris du centre de la Chine en 2018. Mais on sait qu'il y a eu ce qu'on appelle un hôte intermédiaire, un animal qui est vendu dans des marchés, très vraisemblablement dans les marchés d'animaux de Wuhan, d'où est partie l'épidémie, puisque parmi les premiers patients, beaucoup d'entre eux avaient des contacts avec ce marché d'animaux. En revanche, on n'a pas réussi à identifier cet hôte intermédiaire. Pour le SRAS, ça avait été la civette palmiste masquée qui était vendue dans ces marchés et restaurants du sud-est de la Chine. Cette fois-ci, le marché a été fermé et on n'a pas de résultats d'investigation, sauf que des prélèvements dits environnementaux dans ce marché ont retrouvé, dans la partie du marché où on vendait des animaux sauvages, ont retrouvé la trace du nouveau coronavirus. Arnaud Fontanet, pourquoi c'est important pour vous de trouver justement toute cette chaîne de contamination, essayer d'identifier tous ces autres différents avant que ça arrive dans la population humaine? Alors d'abord, c'est important parce que pour le coronavirus du SRAS, en 2003, on a certes réussi à éliminer le virus de population humaine. L'épidémie s'était arrêtée en juillet 2003, mais surtout, il n'a pas pu être réintroduit à partir de son réservoir animal, puisque les civettes, aujourd'hui, elles vivent paisiblement dans les forêts de Chine, et c'est très bien pour tout le monde. Et là, si on trouvait le réservoir et puis l'hôte intermédiaire qui ont transmis donc le virus dans le marché de Wuhan, on pourrait interdire sa consommation, mais je pense que les autorités chinoises ont déjà mis un ban temporaire sur la vente d'animaux sauvages dans les marchés et qu'à l'issue de cette épidémie, des questions seront certainement posées sur la pertinence de continuer de consommer des animaux sauvages quand on voit les conséquences dévastatrices qu'on peuvent avoir ces épidémies. Frédéric Vagneron, votre perspective d'historien, ce type d'épidémie, on a commencé déjà à l'évoquer, ça n'a rien de nouveau vraiment. Alors, ce qui est sûr, c'est que ces épidémies liées à des relations avec la faune sauvage, c'est des épidémies qui sont connues depuis le 19e siècle, par exemple, qui ont été étudiées. Mais il y a un regain de connaissances sur ces épidémies zoonotiques, ces zoonoses, à partir du moment où on a développé les réseaux de surveillance. Zoonose, ça veut dire Donc quoi? les zoonoses, c'est les maladies qui se transmettent des hommes aux animaux et des animaux aux hommes. Et le développement des réseaux de surveillance, notamment virologiques, vont permettre de voir apparaître ces réservoirs de maladies qui se transmettent des animaux aux hommes, par exemple la grippe. On sait que c'est une maladie zoonotique à partir du dernier tiers du XXe siècle. Et depuis cette époque-là, on a une connaissance de plus en plus fine de ces virus et de ces transmissions entre les animaux et les hommes. Alors justement, vous évoquez la grippe saisonnière en France fait plusieurs milliers de morts chaque année. Là, on en est à 600 à ce jour. En quoi est-ce que c'est différent et en quoi est-ce qu'on ne peut pas comparer tout à fait ces deux maladies, ces deux virus?
Alors, ce sont deux virus déjà biologiquement totalement différents, hein. Donc ils se rejoignent sur la nature des manifestations respiratoires, hein. Dans les deux cas, on a des pneumopathies qu'on dit d'allure virale, hein. C'est l'apparence à la radio qui nous fait évoquer ce type de diagnostic. Maintenant, les traitements ne sont pas les mêmes, hein. Il y a un traitement pour la grippe, il n'y en a pas pour ce nouveau coronavirus. Il y a un vaccin pour la grippe, il n'y en a pas pour ce nouveau coronavirus. Donc on est sur des virus qui sont biologiquement très différents. Hermine Roumiac, on a pu l'entendre tout à l'heure avec Stéphane Lagarde. Il évoquait le cas de ce médecin qui avait donné l'alerte avant de perdre la vie. Ça a provoqué beaucoup de colère sur les réseaux sociaux. Est-ce que les autorités chinoises ont réagi trop tard? Est-ce que c'est ce qu'on entend un peu sur les réseaux chinois? En fait, ce qu'on sait, c'est que les premiers cas ont été alertés par les hôpitaux le début du mois de décembre l'année dernière. Donc, la date exacte, c'est le 8 décembre. Donc, en fait, les médecins dans les hôpitaux ont alerté qu'il y a des virus qui circulent, qui ressemblent beaucoup à SRAS, mais on ne savait pas ce que c'était. Donc, les 8 médecins, dont le médecin qui est décédé hier, a donné l'alerte sur le réseau interne, c'est-à-dire entre les amis, copains de médecins. Donc, tout de suite, ça a été étouffé parce qu'ils ont été tous invités à prendre un thé, plus que prendre un thé avec les policiers, les policiers de leur sonner de retourner au travail et se taire. Donc, ils ont signé aussi un papier comme quoi ils vont plus propager des soi-disant fausses nouvelles, fake news, etc. Donc, cette nouvelle, c'est-à-dire il y a 8 médecins qui propagent les fake news, ont été diffusés sur les chaînes de télévision nationales. Donc, c'était des fake news, c'était annoncé par les présentateurs de télé. Donc, du coup, la nouvelle a été étouffée. Et ensuite, le maire de la ville de Wuhan a annoncé plus tard que lui, il a alerté le Pékin pour cette nouvelle, mais il attendait toujours l'ordre d'agir. Donc, en fait, pendant 1 mois et demi, jusqu'à le 23 janvier, Janvier, ouais. Quand Xi Jinping a donné l'ordre d'agir, donc la ville de Wuhan a été subitement mise en quarantaine, vraiment forcée. Mais la nouvelle a été donnée 10 heures en avance de cette fermeture de ville. Donc, selon le maire, il y a 5 millions de personnes ont quitté déjà la Chine, quitté déjà Wuhan, la ville. Vraiment. Donc, avec eux, peut-être, il y a beaucoup de porteurs de virus. Donc, est-ce que les alertes des infos ont été étouffées? C'est la cause de ce retard de Ce qui cause beaucoup nouvelles, d'interrogations ouais. sur Ouais, les réseaux beaucoup, chinois beaucoup, ouais. et auprès des citoyens en Chine, évidemment. Autre conséquence à l'international de cet isolement, c'est la fermeture des frontières. La Corée du Nord a été le premier pays à fermer sa frontière. Suivent la Mongolie, le Kazakhstan et la Russie depuis hier. British Airways says it's stopping all direct immediately. À son tour, c'est Air France qui annule tous ses vols pour au moins 10 jours. Jean-Louis Mourier, en tant qu'économiste, voir qu'un virus puisse avoir de telles conséquences, la fermeture des frontières, les compagnies aériennes qui ne desservent plus la Chine, c'est inquiétant pour l'économie mondiale? Il y aura des conséquences pour l'économie mondiale. Il y a 2 niveaux de conséquences. Le premier, c'est sur l'activité en Chine de la maladie elle-même, puisqu'il y a des gens qui ne vont plus travailler, etc. Et le plus gros des conséquences, c'est les réactions face à ça, c'est-à-dire les mesures qui sont prises de confinement. Les gens ne sortent plus de chez eux, comme disait votre correspondant à Pékin tout à l'heure. Même à Pékin, il n'y a pas un confinement total, mais il y a beaucoup moins d'activité. Il ne faut pas oublier que la Chine est aujourd'hui une économie très intégrée dans l'économie mondiale. On parle de l'atelier du monde, mais c'est aussi un très gros importateur. C'est-à-dire que c'est le premier client de la plupart des pays dans le monde aujourd'hui. Je rappelle que 13% des exportations mondiales vont en Chine. Donc, si l'activité freine beaucoup, ce qui sera le cas au moins au premier trimestre cette année, il y aura des conséquences économiques évidemment importantes. Est-ce qu'on n'est pas en train de surréagir, de donner à ce virus une ampleur économique que l'épidémie ne méritait peut-être pas? L'ampleur économique, on ne la connaît pas aujourd'hui. Elle dépend, c'est pas moi qui ai la réponse à ça. On est, nous, dans une incertitude totale. Ça dépend de combien de temps va durer cette épidémie, combien de temps vont durer les mesures de confinement, combien de temps va durer le blocage économique qui en résulte, en fait. Pour le reste, des entreprises qui avaient arrêté une partie de leur activité ont annoncé qu'elles voulaient reprendre la semaine prochaine. Est-ce qu'elles le feront ou pas? Je suis incapable de vous répondre aujourd'hui.
Bon, on va attendre de voir comment les choses vont évoluer. Sophie Malibaud nous rejoint en studio. On va le voir, malheureusement, cette épidémie, ça a aussi été l'occasion de nombreuses rumeurs, de fausses informations sur les réseaux sociaux qui, Sophie, relayent les théories conspirationnistes. Alors, beaucoup de théories fumeuses qui circulent, imprégnées de suspicions anti-chinoises, anticommunistes, venant principalement de l'ultra-droite américaine, qui ne visent pas seulement à critiquer la façon dont Pékin gère la crise, mais qui vont beaucoup plus loin. En résumé, on nous cache tout, le virus ne serait pas né dans la nature, mais dans un laboratoire. Il se serait échappé de l'Institut de virologie de Wuhan, où se trouve un laboratoire de biosécurité de niveau 4, le niveau le plus élevé où sont manipulés les virus les plus dangereux au monde, SRAS, Ebola et autres. Alors c'est irréfutable, le coronavirus est l'invention de scientifiques dans un laboratoire, c'est ce que veut nous faire croire le site pseudo-scientifique anti-vaccin Natural News. Autre exemple, le site Zero Hedge, qui a été brièvement suspendu par Twitter. Ce site a fait circuler sur Internet les coordonnées d'un chercheur de l'Institut de virologie de Wuhan, expliquant comment il a été recruté pour travailler sur la chauve-souris, animal bien connu pour concentration de virus dangereux. Simplement, au lieu de présenter ce scientifique comme quelqu'un qui lutte contre la propagation de ce type de virus, il est accusé comme étant lui-même responsable de la propagation du virus et son laboratoire est incriminé, suspecté de travailler en fait à la fabrication d'armes biologiques. On a même un magazine français, Challenge, qui tombe un peu dans ce registre conspirationniste en évoquant la sulfureuse coopération franco-chinoise à Wuhan. En fait, ce qui est vrai, c'est que la coopération entre les Chinois et l'Institut Pasteur a fait l'objet d'enquêtes minutieuses pour éviter effectivement que Pékin n'utilise les équipements fournis à des fins offensives. Cette coopération a été lancée en 2004 au temps de Jacques Chirac et le laboratoire a finalement été inauguré en 2017 s'agissant d'un domaine sensible. Le fait que des enquêtes soient menées et que l'on prenne des précautions est plutôt chose normale, mais dans le récit complotiste, c'est utilisé pour nourrir le soupçon. Alors l'argument des complotistes, c'est aussi de dire, comme de par hasard, c'est à Wuhan que se trouvent ces installations et c'est là qu'explose le virus. Mais en fait, c'est justement parce que c'est dans cette région de Chine qu'émerge un grand nombre de nouveaux virus que la France et la Chine ont décidé d'y développer ce laboratoire au plus près des lieux d'émergence pour pouvoir séquencer rapidement le virus. Alors autrement dit, le raisonnement complotiste inverse en fait la cause et les faits. Et puis je voudrais ajouter, pour terminer, que dans une tonalité plus ouvertement politique, on a des sites ultra-droite comme War Room 2020 de Steve Bannon, qui parle de pandémie et de Tchernobyl chinois. Dans la même veine, The National Interest publie un article du néoconservateur Paul Wolfowitz avec ce titre « Le Tchernobyl chinois, le communisme est la raison pour laquelle le coronavirus est si dangereux ». La ligne éditoriale est assez claire. Il s'agit en général de saisir l'opportunité du virus pour enfoncer le régime de Pékin. Merci beaucoup Sophie Malibaud. Les réseaux sociaux, on peut aussi y trouver des informations fiables. Ce live, cette édition spéciale à retrouver sur le Facebook Live de RFI. Arnaud Fontanet, je vous voyais réagir, lever les yeux au ciel quand on évoquait cette collaboration entre l'Institut Pasteur et un laboratoire chinois. Expliquez-nous un peu en quoi ça consiste et pourquoi, ce que nous expliquait Sophie, pourquoi on s'est installé dans cette région où justement les virus sont susceptibles d'apparaître plus qu'ailleurs. Alors, c'est vrai que, en fait, il faut revenir à l'épidémie de SRAS en 2003, qui avait été très marquante évidemment pour la Chine, et la volonté des autorités chinoises après cette épidémie de se doter d'un laboratoire qui leur permettrait de travailler sur des virus dangereux, de niveau P4. Je pense qu'il y en a aujourd'hui à peu près 30 dans le monde, des P4. P4, c'est dans la classification, c'est celle où on traite les virus qui sont potentiellement les plus dangereux, facilement transmissibles, pour lesquels il y a des mortalités fortes et pour lesquels les moyens de protection ne sont pas simples à Mais ce fantasme d'un laboratoire dans lequel on fabriquait des virus, ça n'a rien de crédible. Donc ça, c'est l'histoire de la naissance de ce P4. Et comme vous le rappeliez très bien, il a eu beaucoup de temps a été pris pour s'assurer que toutes les conditions étaient réunies, puisqu'il a fallu attendre 2017 pour l'inauguration de ce P4. Maintenant, ces rumeurs sur des origines, entre guillemets, de manipulation à visée de bioterrorisme ou quoi que ce soit, de virus, on les entend
régulièrement à chaque émergence, il n'y a absolument rien de nouveau. Et puis là, on a quand même une explication naturelle très simple à l'émergence de ce virus qu'on évoquait tout à l'heure. On sait qu'il y a dans la chauve-souris un virus absolument identique et que l'animal hôte intermédiaire est un scénario qui, pour tous les scientifiques, ne pose aucun problème. Donc aucun doute là-dessus. C'est bien de le dire très clairement. RFI toujours en édition spéciale jusqu'à 9h. Vous nous suivez sur les réseaux sociaux.